Donc, en fait, les municipales sont une opportunité pour le dirigeant parce que les élus attendent des projets, cherchent des projets. Donc, comment profiter de cette opportunité? Donc, on va voir ça avec Jérôme Cordelier. Donc, Jérôme Cordelier est maire. Il est aussi vice-président de son intercommunalité. Donc, il est vice-président à, à l'économie, à l'attractivité, à l'emploi, au tourisme. J'espère que j'en ai pas oublié. Voilà. Et donc, on va parler d'un projet assez remarquable de coopération entre entreprises et collectivités qui s'appelle Allons-y. Donc, il va nous expliquer ce que c'est qu'Allons-y. Et, euh, et ensuite, on va voir quelle a été la nature, quelle est la nature en fait, quel est l'apport de la collectivité dans ce projet, et aussi quelle est la nature de la puissance de l'aide publique. Voilà, donc déjà, Jérôme Cordelier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis tout de suite, une première question, c'est ce projet Allons-y, hein, mystérieux, c'est quand même une belle réussite. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Voilà, Alors, à vous. bonjour à tout le monde. Oui, alors allons-y. En fait, concrètement, il faut le découper en trois mots. C'est A, Lons, donc pour Lons-le-Saunier, ZI pour ZI. Voilà, donc allons-y. Et en fait, c'est finalement la contraction que les dirigeants d'entreprise ont choisi pour créer leur association, qui part effectivement de la plus importante zone industrielle du périmètre de Lons-le-Saunier, qui est la ville-préfecture du Jura. Sachant qu'il y en a deux autres zones d'activité et que le départ s'est effectué il y a 4-5 ans de cette zone-là. Et maintenant, notamment dans le cadre de la relation que l'on a établie avec l'agglomération, évidemment, l'association avait habilité à agir sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. Voilà, donc le départ physique, c'est une zone d'activité sur laquelle, en pleine saison de Covid, enfin en pleine période de Covid, on a une structure dédiée qui s'appelle Cluster Jura, qui est une structure un petit peu d'émulation de projets territoriaux, a saisi au bon un projet de l'ADEME qui traitait des problématiques d'entreprise et d'écologie territoriale. Donc, elle a sollicité l'agglomération qui a dit OK, et elle est allée voir quelques chefs d'entreprise qu'elle avait préalablement pressentis, qui constituaient pour elle, et ça s'est confirmé, un noyau dur de gens qui étaient assez impliqués sur leur territoire, ou du moins qui considéraient que leur activité était liée au territoire, et qui ont croisé un certain nombre de problématiques en pleine période de Covid, en soulevant aussi bah, toutes les questions qui se posaient en matière de transition, qui étaient largement d'actualité. Et ça a matché. Ils ont commencé à travailler ensemble, en visio. Le truc incroyable, et personne n'aurait parié là-dessus, parce qu'ils ont réussi quand même à démarrer leur activité en visio pendant plusieurs mois, sans jamais se rencontrer. Certains ne s'étaient jamais vus, alors que physiquement, ils sont à quelques centaines de mètres les uns des autres, hein, parce qu'on part de la même zone d'activité. Et au final, ils ont créé une association en 2021, et tout en travaillant avec la collectivité, parce qu'on s'était rapproché, pour, pour développer une charte de coopération. Et donc la collectivité accompagne la dynamique des entreprises. Et les initiatives viennent des deux bords, elles sont conjointes, mais le noyau dur qui fait que l'association perdure, ce sont les chefs d'entreprise. Voilà, s'il y a des questions un petit peu plus précises, mais voilà un petit peu l'historique. Donc l'association aujourd'hui, elle est dans sa 5e année. Elle est en convention avec la collectivité depuis 4 ans. D'emblée, on a établi donc une série d'objectifs avec une charte sur différents thèmes croisés qui intéressaient les deux parties. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti avec l'idée qu'il fallait imposer un thème à l'autre. On est parti sur des thèmes croisés qui intéressaient donc les deux. Et cette charte a fait l'objet d'une convention de partenariat sur 3 ans, considérant
qu'un an était insuffisant, ce qui était l'habitude de traitement de la collectivité. D'emblée, on a considéré que si on voulait quelque chose de pérenne, il fallait s'inscrire dans le temps. Et donc, on a fait une charte de 3 ans sur laquelle on a eu quelques réticences au départ de la part de mes collègues élus, qui n'avaient pas l'habitude de ce genre de travail, et surtout de mettre autant d'argent en plus en fonctionnement. Alors, même si moi, je le considère comme un investissement pour le territoire, c'est effectivement une subvention de fonctionnement d'abord, puisqu'on finance quasiment la moitié du temps de l'animateur, de l'animatrice permanente de l'association. Plus, on a une enveloppe dédiée pour des projets. C'était pas du tout dans les habitudes de la collectivité de faire ça. Et donc, lorsque j'ai présenté la première convention, j'ai eu quelques oppositions, entre une demi-douzaine, et j'ai eu pas mal d'abstentions, une bonne quinzaine, voire peut-être une vingtaine même de mémoire, sur 63 votants, parce qu'on a 63 membres au conseil communautaire. Et quand on a renouvelé 3 ans après la convention, parce qu'elle est de 3 ans, donc on l'a renouvelée l'année dernière, au mois de décembre, eh bien, preuve en fait que l'activité a été à la fois sérieuse, suivie et suffisamment communiquée, c'est-à-dire les résultats ont été suffisamment communiqués auprès des élus, puisqu'on est passé à l'unanimité. Voilà, donc je reviens un petit peu sur le fond des détails au fur et à mesure des questions, mais voilà un peu pour le principe et comment on a posé le décor, sachant que j'insiste que c'est bien les entreprises qui sont au gouvernail. La collectivité, au travers de moi, n'est qu'invitée au conseil d'administration, c'est-à-dire qu'on est invité d'honneur. Donc on n'a pas de pouvoir de décision sur les orientations qui sont fixées par l'association. En revanche, on a le pouvoir de décision sur suivre ou ne pas suivre un certain nombre d'orientations, dès lors qu'elles nous sollicitent pour des financements complémentaires, donc ceux qui sont dédiés au projet. Mais en revanche, pour ce qui est du fonctionnement, c'est assuré pour à nouveau 3 ans. Et on a fait exprès de dépasser d'1 an la période électorale, de manière à ce que la future équipe, si elle change, se familiarise avec les dirigeants, de manière à ce que on essaye de faire perdurer la coopération entre les entreprises et la collectivité. C'est-à-dire qu'on essaye aussi de voir plus loin que nos propres mandats. Une petite question, comment ce projet s'est également intégré dans les schémas régionaux économiques, de façon aussi à avoir un écho, une prise en compte, une reconnaissance? Alors là, ça va être très facile à répondre. C'est que les territoires voisins, donc les EPCI voisins, ont demandé des retours d'expérience pas plus tard que l'année dernière, après 2 ans d'activité du réseau, enfin de l'association. Et on a nos voisins immédiats, qui est la Comcom d'à côté, qui est en train de structurer l'association, sachant que le président présumé est déjà membre de la nôtre, c'est-à-dire que nous, on n'a pas fait de limitation territoriale sur les adhésions à Allons-y, puisque le principe, c'est que l'économie n'a pas de frontières administratives. Donc, si des entreprises de l'extérieur veulent être adhérentes et veulent participer à la dynamique territoriale, à partir du moment où les projets portent vraiment sur notre territoire, nous, on accompagne. Après, l'association étant autonome en tant que telle, et c'est là que c'est important, elle n'a pas de limite territoriale. Et il faut bien le comprendre. De fait, ça permet d'avoir une bonne compréhension les uns des autres, des enjeux de territoire, et de se dire effectivement que le territoire ne se développe pas en intramuros, mais il se développe aussi avec les territoires voisins et que les coopérations se font. Donc on voit d'un très bon œil que des associations similaires se développent ou émergent dans les territoires voisins, et avec des perspectives de coopération très serrées. Simplement, après, derrière, pourquoi elles vont se faire une association? C'est que si elles veulent solliciter des fonds ou une aide de la collectivité voisine, il faut bien évidemment qu'elle soit territorialisée, mais après, ça n'empêchera pas d'avoir des passerelles et éventuellement aussi, après, derrière, de monter en régime au niveau régional. Juste sur la nôtre, c'est que l'échelle régionale était déjà impliquée dès le début, puisqu'on était sur des financements pour des opérations très ciblées sur la problématique des mutations et des transitions écologiques, sur des financements de l'ADEME, donc qui venaient aussi par la région. Donc la liaison avec la région était déjà existante, était préexistante dans l'articulation et dans la création de l'association. Donc là, c'est vraiment pas un frein, au contraire, et en plus les collectivités sont vraiment un lien de passage d'une échelle à une autre des territoires.
C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on préfère jouer la solidarité plutôt que la compétition entre les territoires voisins. Moi, j'ai une autre question aussi qui est l'implication des institutionnels, je pense aux consulaires, éventuellement aux agences de développement, en tout cas aux structures économiques des différents organismes qui agissent sur les territoires. Ouais. Les consulaires sont au même titre que la collectivité membre, enfin du moins invité d'honneur au conseil d'administration de Allons-y. La différence pour eux, c'est qu'ils ont une dimension départementale, donc le fait est que ça ne les empêche pas d'interférer à l'échelle départementale et de jouer leur rôle localement, d'accompagnement sur un certain nombre de projets, d'être partenaire de projets locaux. Dès lors que Allons-y décide de réaliser une action, elle s'adresse à l'ensemble des partenaires institutionnels locaux pour savoir qui éventuellement est susceptible d'embarquer ou d'accompagner et sous quelle modalité. Et cela n'empêche pas à un moment donné à un autre d'être dans les deux positions, c'est-à-dire qu'une chambre de commerce, par exemple, peut être à la fois à un moment partenaire et à un moment prestataire. Dans la mesure où ils ne sont pas votants en plus, donc ils ne participent pas aux décisions de la gouvernance de l'association, ça pose encore moins de problèmes juridiques, puisqu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Et alors, donc, quels sont les résultats que vous obtenez? Parce qu'on va pas... Alors, il y en a plusieurs. De manière globale, c'est un peu compliqué parce qu'il y a énormément de résultats sur 3 ans d'activité et il y en a toujours en cours. Mais globalement, ils ont réussi à créer un groupement d'achat d'énergie, lequel a un petit peu de mal à démarrer, mais le groupement est créé et ils avancent. Là, ils ont créé une dynamique de consultation collective et donc d'appel à prestation collective avec tarifs négociés pour résoudre des problèmes de repas des salariés le midi avec des repas choisis en passant par un prestataire lyonnais d'ailleurs, même plutôt de la Drôme, qui installe des distributeurs de repas avec toute une sélection, avec une variété de choix, etc. dans les entreprises pour pallier à un effet, c'est les gens qui ont très très peu notamment dans les 3-8 et surtout en période estivale comme actuellement, mais aussi ça se répercute sur toute l'année, où les gens ont très peu de temps pour aller à la cuisine centrale ou dans les restaurants qui sont parfois un peu chers pour les salariés dans le secteur. Donc, pour trouver une solution de restauration sur place. Et là, ils ont monté un projet, ils ont fait une consultation, un benchmark, ils ont trouvé un prestataire, et donc ils vont solliciter le prestataire, et on a déjà 4 entreprises qui se sont identifiées comme étant clientes potentielles et qui vont participer aux premières installations avec une période d'essai des dites machines avec les distributions de repas. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu aussi des synergies, énormément de synergies qui sont développées, notamment des regroupements d'entreprises qui, au départ, n'ont pas forcément de lien. Mais par exemple, on a une entreprise qui faisait de l'import-export en matériaux de jardinage, qui diffuse d'ailleurs sur la France entière au travers de réseaux habituels comme Bricorama, Bricomarché, etc. Eh bien, ils ont monté un projet avec une entreprise d'insertion qui s'est lancée pendant le Covid dans le cadre des programmes de réindustrialisation sur de la fabrication de textiles. Ils se sont lancés sur la fabrication de toiles, de voiles d'ombrage de premier choix. Bon, la voile d'ombrage, vous allez en acheter une je sais pas, en 4x3 ou en 4x5. Ça va coûter à peu près 100 ou 150 € quand elles sont fabriquées en Asie et qu'elles viennent d'Asie, ou peut-être même moins cher. Là, elle va vous coûter dans les 350 €, mais ils la garantissent pendant 8 ans, couleur incluse. Donc, et tout est fabriqué en France et en Europe parce qu'il y a certains matériaux ils ont fait du benchmark. Il y a certains matériaux, notamment les cordes, les cordes, c'est des cordes de voilage un peu qui étaient pour les bateaux, qui ne se font plus qu'en Espagne, par exemple. Et donc, ils ont fait ça. Et en fait, ce sont 2 entreprises finalement qui ont investi et qui ont fait un groupement pour la production de cette voile qui est maintenant dans le commerce et qu'on peut acheter dans le commerce. Et qui est donc Made in Jura, Made in France. Dans le lot, l'entreprise de textile qui avait démarré par la fabrication de masques, qui était vraiment d'actualité pendant le Covid, est passée à la fabrication de vêtements de travail. Et là, donc, la dernière commande qui leur a été faite, c'est par SKF,
que vous pouvez peut-être connaître, hein, qui agit dans le domaine de l'aéronautique et du roulement à billes. Nous, on a SKF Aéronautique qui a établi son siège ici l'année dernière. Donc, l'entreprise était là depuis 1972 et son siège était en région parisienne. Donc, elle a rapatrié son siège dans le Jura. Tout ça, ça rentre aussi dans la dynamique locale. Hein, c'est-à-dire que l'effet fait qu'à un moment donné ou à un autre, les gens se réintéressent aussi au territoire. Ça joue beaucoup sur l'attractivité. Sur le Et fait est-ce que cette qu'effectivement, société SKF est dans votre association? Oui, oui, oui. Le dirigeant de l'époque était l'un des initiateurs de l'association. Très bien. Et puis une autre question qui est un petit peu la campagne de vaccination, un petit peu avant l'élection. Vous avez une convention qui vous emmène un an après les élections, ce qui Oui. est une bonne précaution. Mais je dirais il y a des candidats sortants, il y a des candidats nouveaux dans des élections. Est-ce Oui. que vous avez prévu de faire justement une présentation un peu bilan ou intérêt et intérêt commun entre la collectivité et ce que vous faites avant Oui. les élections et pas 5 minutes avant, de façon à ce que tout le monde puisse prendre en compte à la fois l'existant, le comprendre, et plutôt que de le critiquer, peut-être l'accompagner ou se préparer à le faire? Alors, tous les candidats à la ville-centre sont déjà dans la gouvernance de l'agglomération. Donc, il n'y en a pas un qui ignore l'association. Et l'association, effectivement, les accueille, les invite. Et il y en a déjà quand même pas mal qui ont déjà participé à au moins une des réunions qui a été organisée sur les 3 ou 4 dernières années. Le ressenti, enfin du moins la nécessité d'avoir un contact direct avec les candidats n'est pas forcément un ressenti de l'association au jour d'aujourd'hui qui ne veut pas s'immiscer dans les élections électorales, ce qui est au cœur de notre sujet aujourd'hui, dans la mesure où ils existent déjà, ils préexistent. En revanche, effectivement, quand j'aurais posé la question, notamment par rapport du fait que j'allais faire cette intervention-là, ce qu'ils voyaient comme démarche à réaliser. Eux pensent à quand même avoir un dialogue, à initier un dialogue, pas forcément collectif, mais individuel avec chacun des candidats, au moins pour la partie des candidats qui rentrent ou qui développent des arguments dans le cadre de leur campagne qui vont dans le sens de ceux de l'association. S'ils sont radicalement opposés, ils hésitent encore à la conduite à tenir. Mais pour l'instant, on a surtout des candidats, on va dire des partis traditionnels ou classiques qui se sont déclarés. Et les relations, moi je le sais, hein, sont cordiales, quoi qu'il en soit, puisque en ce qui me concerne, je suis maire d'un petit village, donc je ne suis pas dans la dynamique concurrentielle, hein, de la ville-centre. Et je dialogue avec l'ensemble des candidats déclarés déjà depuis longtemps. Je savais même qu'ils allaient se déclarer avant même qu'ils le fassent eux-mêmes. Alors, ils le savaient déjà eux aussi. Hein. Et très sincèrement, dans les échanges que j'ai avec eux, le devenir de l'association n'est pas en jeu. Au contraire, eux estiment que cette association doit s'inscrire dans le temps, que la relation avec les entreprises doit s'inscrire dans le temps, et que c'est un élément fort de l'attractivité du territoire et de la politique générale d'accompagnement de l'accueil d'entreprises et de salariés. Pourquoi ? Parce que précisément dans les points névralgiques de notre territoire, alors ce n'est pas un problème de cadre de vie, c'est plutôt un problème d'attractivité, parce que le cadre de vie, moi je suis un expatrié, hein, c'est-à-dire qu'ici je suis un immigré, je viens de la région parisienne, je suis arrivé qu'en 2013 pardon, sur le territoire. Bon, vous voyez que le Jura est quand même un pays intégrateur, puisque je suis devenu élu à la fois sur mon village, mais aussi au sein de l'agglomération. Pour autant, j'ai pas subi de ségrégation particulière parce que j'étais parisien d'origine. Mais le sujet est effectivement au cœur de là, c'est qu'on a une pénurie quand même à la fois dans la pyramide des âges et dans les catégories socio-pro des classes intermédiaires. De cadres administratifs et de cadres techniciens. Et dans la strate 35, dans les 30-35 ans jusqu'à 40-45 ans, on a quelques creux dans la pyramide des âges en termes de représentation démographique. Et donc, c'est précisément ces populations-là qu'on essaye de séduire avec derrière des programmes, en revanche, qui sont plus ou moins adaptés, qui sont à faire évoluer sur les conditions d'accueil de ces gens-là. Et plus particulièrement sur le logement,
ce qui est une réelle difficulté sur notre territoire, alors que le cadre de vie, lui, au contraire, c'est un élément d'attractivité très fort. Je ne sais pas si je réponds exactement, mais j'essaye d'être un peu synthétique parce que sinon, on risque d'être un petit peu long. Oui, puis peut-être qu'il y a des autres participants qui ont des témoignages, des zones d'attaque différents, peut-être qui c'est à chacun de s'exprimer de ce côté-là, peut-être. Personnellement, j'ai une expérience qui remonte maintenant il y a 20 ans, mais j'ai bien en tête. J'ai dirigé une entreprise à Moirans, près de Grenoble, une usine du groupe Hutchinson, et à ce titre, je participais activement à l'époque, c'était pas une forme d'association, mais on était dans la région, qui s'appelait la zone d'activité centrale, parce très, très, très mobilisée avec des très grands donneurs d'ordre comme Thales, mais des toutes petites ETI et PMI, enfin par rapport à des groupes comme Thales ou Hutchinson et Total. Et je me souviens très, très bien que nous avions obtenu à nous tous, dans un climat très solidaire, beaucoup d'avancées, entre autres, dans différents domaines, y compris l'éducation. Parce qu'on avait redynamisé l'apprentissage, qui était un petit peu au bord du gouffre à l'époque. Donc je veux dire, on remonte à 20 ans, hein, mon expérience. Mais je pense qu'elle reste toujours, tout à fait pertinente par rapport à ce qu'on est en train de décrire là. Et on avait même obtenu, la création d'une ligne de transport de nos différents salariés dans une zone géographique qu'on avait donnée, pour que les transports soient compatibles avec les horaires des entreprises. Ça a l'air, peu important, mais ça l'est beaucoup quand on est avec des ouvriers qui travaillent en 3-8 et qui terminent, les uns à 4 heures du matin et les autres qui démarrent à 4 heures du matin et qui n'ont pas de bus ou rien pour venir. Donc, on avait réussi à bousculer un petit peu les habitudes. Ce que j'avais constaté de mon côté, c'était une question que je voulais vous poser, monsieur Cordelier, c'est que ça avait, alors quand je suis arrivé, ça existait depuis, mais j'avais, suivi la position d'un de mes prédécesseurs, bien sûr. On avait même impliqué le lycée qui était dans la satrape, et j'étais membre, administrateur du lycée. Et ce que j'avais constaté moi, c'est que ça avait entraîné une culture économique à des niveaux, sans niveaux sociaux ou hiérarchiques, qui est assez formidable. Parce que la dynamique qu'entraînait cette, activité, il n'y avait pas d'association, hein, c'était vraiment, on était acteurs de la zone d'activité centrale. Il y avait quand même, une présidence, donc j'ai plus tous les tenants et aboutissants, je suis en train d'y réfléchir en vous le disant en live. Il y avait quand même une présidence parce que le président de Thales, l'avait été pendant 2 ans. Moi, je l'avais été ensuite, pendant 2 ans aussi. Donc les grands groupes, étaient reconnus pour un peu soutenir l'organisation générale de cette, zone d'activité. Mais ma question était, quelles sont les natures des entreprises qui appartiennent à cette association, tant dans le nombre que la dimension? C'était ma première question. La deuxième, est-ce que vous ressentez, depuis que l'association existe, qu'il y a un avant, il y a eu un avant et qu'il y aurait un après cette association, en souhaitant que l'association soit vive le plus longtemps possible, mais que ça a transformé un peu la culture économique de base, hein, de la du secteur de la région. Alors oui, 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 très clairement. Alors il y avait déjà des interactions entre la collectivité et les entreprises, hein. Il ne faut pas dire non plus qu'il Oui, n'existait rien du tout avant. En revanche, il n'y avait pas d'action programmée, entendue et orientée. Et surtout, il n'y avait pas forcément la connaissance de la capacité d'intervention de la collectivité auprès des entreprises. Et inversement proportionnel, il n'y avait pas forcément la connaissance de la capacité des entreprises à développer un certain nombre de sujets ou à engager un certain nombre de réflexions avec la collectivité sur des problèmes cruciaux qui sont des enjeux du territoire. Vous avez cité un exemple qui a une répercussion chez nous et qui a aussi son corollaire, c'est notamment la politique de transport collectif. oui. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en 2013, j'ai été surpris et même choqué par le fait que les lignes de bus ne rentraient pas dans la zone d'activité. Vous imaginez? En 2013. Alors, entre-temps, effectivement, les choses sont un petit peu arrangées et on est allé même au-delà, c'est-à-dire qu'au travers de l'association, on a travaillé avec le service mobilité de l'agglomération qui est allé, qui a eu toute une démarche de consultation auprès des entreprises qui a été portée par les dirigeants
qui étaient au sein de l'association auprès de leurs salariés, ce qui fait qu'on a eu un panel de retour parfois qui atteignait 90% des entreprises de 300 à 350 salariés quand même, de retour des salariés. Et ce sont les dirigeants qui ont été à la mette, et en plus ils étaient doublement impliqués, et ça a un double intérêt, c'est que ça renforce aussi, c'est pour ça qu'il y a deux échelles, il y a à la fois la culture qui change entre la collectivité, l'appréhension de la collectivité du monde économique, mais aussi la culture, ça a apporté beaucoup de bien aux entreprises en termes de culture de développement interne. Et Oui. tout ça, c'est lié à une nécessité, qui est une nécessité du territoire, c'est de conforter l'attractivité du territoire, parce que ça conforte aussi l'attractivité des entreprises. Et ça, les dirigeants d'entreprise l'ont très bien compris. Et donc, ça donne de la fluidité dans la relation, à la fois entre la collectivité et les entreprises, mais aussi entre les dirigeants et leurs propres salariés. Et donc, sur la mobilité, il y a deux éléments qui sont ressortis et qui sont en train de voir des effets opérationnels. C'est qu'on a étendu les zones de mobilité douce dans les zones d'activité. Il y a des travaux qui sont en cours. Il y a déjà eu des réalisations de fait. Il y a des travaux qui sont en cours. Il y a des programmations qui sont faites. Parce que, bien évidemment, en réseau viaire, les investissements sont sur plusieurs années, parce qu'il y a aussi beaucoup. Il y a quand même. Il y a d'autres sujets aussi et sont des volumes financiers très importants. Oui. Mais dans l'articulation et dans la planification des réseaux viaires dédiés aux mobilités douces, on a pris en compte le rôle des salariés au travers des entreprises. Et il y a eu une démultiplication et de nouvelles lignes ou de nouveaux arrêts qui ont été repositionnés sur les lignes de bus qui maintenant pénètrent quasiment toutes les zones d'activité du territoire et pas uniquement, qui ne s'arrêtent pas aux entrées d'une seule des zones, des trois ou quatre zones qu'on a sur notre territoire. Donc oui, effectivement, la culture change. Oui. C'est-à-dire que les élus ont très bien compris et on a essayé de bien articuler ça en termes de communication et même y compris de pédagogie en interne, c'est de dire qu'effectivement, les salariés des entreprises, ce sont nos concitoyens également. Ah oui. Même si certains viennent de territoires voisins, parce qu'on a aussi des transferts, c'est sûr. Nous, on a plus d'emplois que de population active sur Lons, mais les gens viennent des villages voisins qui sont toujours dans l'agglomération, mais aussi de villages voisins de communautés de communes voisines. Mais de la même manière, on a des concitoyens du territoire qui vont travailler sur les territoires voisins. Voilà. Alors moi, j'ai une question quand même, c'est quels sont les critères de succès? Parce que, voilà, est-ce que tout le monde peut faire ça? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention? Quelle est votre expérience? Alors, de mon point de vue, mais qui n'est pas uniquement centré sur Lons, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, moi je viens de la région parisienne et puis Christophe Faury a décliné un petit peu mon parcours. C'est qu'avant d'être dans le Jura, j'étais en région parisienne, je dirigeais l'agence de développement de la Seine-Saint-Denis, je travaillais énormément entre les collectivités et dans les relations entre les collectivités et les entreprises. Et j'étais sur un territoire où la culture de l'association, de la relation à l'entreprise était déjà fortement ancrée depuis plusieurs années. Et j'avais participé aussi à l'émergence et au développement d'associations entreprises, collectivités, notamment celle de Pleine Commune Promotion, que vous connaissez peut-être, mais qui est basée en fait sur Saint-Denis, en région parisienne, et sur Pleine Commune, donc depuis qu'elle est devenue agglomération à partir des années 2000. Donc moi, cette culture-là, je l'avais déjà. Et donc, en s'appuyant globalement sur ça, je veux dire, le point de succès essentiel, c'est qu'on ait au moins un noyau dur de dirigeants d'entreprise qui soient proactifs. Si on n'a pas les dirigeants d'entreprise, tous les élus pourront tirer. Alors, ils pourront mettre de l'argent, ça marchera, mais ça marchera un temps. C'est-à-dire que tant qu'il n'abondera pas en argent, ça ne marchera pas. En revanche, si on part des entreprises, on part sur des perspectives de problématiques qui sont des problématiques ancrées dans le territoire et qui ont velléité aussi à déboucher sur d'autres sujets, notamment des coopérations. Et donc, on garantit, à mon avis, le maintien dans le temps de la dynamique territoriale. Et ça, c'est essentiel. Donc, pour moi, il faut vraiment que ça parte des dirigeants d'entreprise et qu'il y ait un noyau dur de dirigeants qui peut être renouvelé au fur et à mesure du temps. Effectivement, vous disiez tout à l'heure, la présidence peut être renouvelée, etc. Mais s'il n'y a pas un noyau dur de dirigeants qui tirent, entre guillemets, le train, qui font locomotive, l'élu en tant que tel, bon, c'est arrivé dans certains territoires qu'on ait des élus qui soient de niveau national et qui tirent des activités, mais cet élu-là s'en va. Moi, il faut voir ce que ça devient après. Même si ça a duré 30 ou 40 ans, je ne sais pas si la dynamique perdure, si l'élu n'est plus là et que si tout a été monté depuis la collectivité avec des fonds publics
sachant que globalement, quand même, les fonds publics ont tendance à diminuer, ou du moins la capacité d'intervention des collectivités a tendance à diminuer. Donc il faut vraiment travailler sur l'essentiel et sur ce qui est validé par les entreprises comme étant essentiel aussi en matière de dynamique, de dynamique et de pertinence de projet pour tirer un ensemble de territoires. Donc le dialogue, à mon avis, s'il s'ancre, il est durable parce que plus on avance, plus les conditions d'intervention des collectivités sont contraintes. Et donc, de fait, il faut vraiment qu'on aille à l'essentiel et qu'on aille vraiment sur des enjeux qui sont critiques ou stratégiques pour le développement des entreprises sur le territoire. Et moi, alors justement, une question quand même, parce que quand on est entrepreneur, comment fait-on pour dialoguer avec des élus? Comment on s'y prend? Est-ce qu'il y a il y a des règles? Parce que c'est deux mondes qui sont quand même un peu éloignés l'un de l'autre. La première règle, c'est d'apprendre comment dire, à décrypter le langage de l'élu si l'élu lui-même n'est pas déjà un entrepreneur. C'est-à-dire que, grosso modo, ce qu'il faut, c'est éventuellement l'interroger sur sa compréhension. Alors, sans forcément, il faut le faire de manière un peu habile, mais c'est l'interroger sur sa compréhension du monde économique. Et on peut le faire sans forcément lui poser des questions. Hein. C'est simplement de l'inviter à visiter les entreprises, de lui indiquer quels sont les tenants et les aboutissants et quelle est l'envergure de l'entreprise et le lien qu'elle tisse avec le territoire au travers de ses activités, avec les autres entreprises, avec les salariés, de manière à faire comprendre effectivement quel est l'enjeu, ce que représente l'entreprise comme enjeu pour le développement territorial. Et pour ça, on peut se faire aider. On peut se faire aider soit par d'autres élus qui ont peut-être un peu plus de la fibre et qui sont identifiables sur le territoire, ou par les collaborateurs qui accompagnent la collectivité. En général, les collaborateurs qui sont identifiés sur le développement économique, parfois sur l'urbanisme, mais surtout sur l'aménagement du territoire, mais surtout sur le développement économique, sont de bons intermédiaires et sont de bons points d'appui pour effectivement, entre guillemets, être l'interprète entre l'élu et l'entreprise. Après, des élus, de toute façon, quoi qu'il en soit, à partir du moment où ils rentrent en campagne, ils sont identifiables. Donc, en général, ils sont plutôt ouverts à un dialogue. Après, il faut savoir rentrer dans le dialogue avec eux. Voilà. Il n'y a pas une recette particulière parce qu'en fait, à chaque individu, il va falloir s'adapter. Mais je pense que la principale qualité qu'il faut avoir là-dedans, mais c'est un peu la qualité propre du chef d'entreprise, c'est effectivement de savoir un petit peu sonder quel est le niveau de connaissance du monde économique de l'entreprise de la part de l'élu qui est en face de soi. Il y a aussi, je pense, quelque chose qui fait que ça marche dans les deux sens. Il faut que l'élu s'intéresse à l'entreprise, comprendre ce qu'elle fait, où elle va, etc. Mais il y a aussi le décryptage pour l'entreprise du qui fait quoi, parce qu'en réalité, on parle beaucoup du millefeuille, c'est pas un problème de millefeuille, c'est plutôt un problème de compétences réparties. Avec tout ce qui s'est passé dans les derniers événements, je pense dans le monde consulaire, les regroupements, c'est-à-dire l'épuisement souvent financier, de dynamisme, des fois consulaire, qui s'est remis en place, redimensionné, l'intercommunalité qui a atteint des niveaux de maturité maintenant assez importants, les nouvelles régions. C'est pas toujours très clair parce que c'est un peu loin de préoccupations des chefs d'entreprise d'une manière générale. Et entre ce que fait le conseil général, la région, l'intercommunalité, les consulaires, etc., le mapping, il n'est pas toujours très clair. Donc, je pense qu'il y a aussi un travail à faire de ce côté-là d'éclaircissement pour ne pas mélanger les genres. Par contre, quand on parle sur des sujets comme les transports, c'est sûr que quand on paye une taxe transport, on est content d'avoir un bus qui va à proximité de son entreprise. Quand on parle du logement ou de l'attractivité, qu'on parle de l'habitat, etc. Mais dans l'habitat, il n'y a pas que la collectivité qui est un acteur. Il y a aussi des SEM, il y a aussi des tas d'autres organismes. Donc finalement, à chaque projet, il y a un mapping un petit peu nouveau dans lequel il ne faut pas s'énerver, il faut plutôt se concentrer sur une forme de pédagogie du qui fait quoi, et quel est l'interlocuteur le plus habile, le plus droit, le plus disponible pour essayer de faire cette transition. Et ça, c'est vrai, finalement, même dans une entreprise, quand on intègre des collaborateurs, c'est pas marche ou crève, c'est finalement, on va t'expliquer comment ça marche, on va t'expliquer où on va, et où est la décision et à qui on en réfère, etc. Donc, à chaque fois, c'est un peu un problème de l'acceptabilité, elle passe par la pédagogie, elle passe par une information et elle permet d'étendre énormément les choses pour éviter que dans un groupe, il y en ait qui se focalisent ou qui se crispent sur quelque chose, qui fasse perdre finalement la dynamique collective, quoi.
Alors, Ouais. Bruno a raison de le souligner, hein, c'est que dans l'environnement des entreprises, il y a plusieurs interlocuteurs. Il y a effectivement les chambres consulaires, donc la chambre de commerce ou la chambre de métier en fonction de la taille de l'entreprise et de son rapprochement. Il y a aussi la chambre d'agriculture sur certains territoires qui est également proactive. Ce sont des structures qui permettent aussi, éventuellement par intermédiaire, d'identifier les bons acteurs. En général, ils sont en relation. Nous, c'est le cas, c'est-à-dire qu'on travaille, et ça a été le cas aussi en région parisienne, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, en général, on met autour de la table l'ensemble des intervenants ou des interlocuteurs qui interagissent avec la collectivité. Parfois, ce sont les syndicats ou les organisations professionnelles. Elles peuvent être aussi un vecteur d'identification d'une personne ou un moyen d'atteindre une personne pour éventuellement poser la question. La question des compétences des collectivités est essentielle. C'est qu'effectivement, en fonction d'une activité, vous n'aurez pas forcément le même interlocuteur. Il y a déjà, rien que l'activité économique en tant que telle, depuis la dernière loi, NOTRe, qui remonte à 2012, la compétence économique est ciblée sur les régions et sur les intercommunalités, donc les EPCI, c'est-à-dire la communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine ou la métropole. Et c'est vrai que les maires n'ont pas la compétence économique, les départements non plus n'ont plus la compétence économique. Pour autant, certains d'entre eux, alors le maire est toujours le premier vecteur de lien, donc il est capable de faire la transition, de faire la mise en relation avec la collectivité, avec la collectivité, avec l'intercommunalité. Donc il ne faut pas le négliger non plus. Et puis en plus, le maire, lui, il est confronté à l'activité régulière, quotidienne de l'entreprise. C'est-à-dire que le maire, il a quand même sa voirie en compétences, une partie en tout cas. Il a quand même la problématique de l'école, il a quand même la problématique des circulations, il a quand même la problématique de police urbaine. Et donc, tout ça, vous y êtes confronté. Donc, comme le dit Bruno, c'est à chaque sujet suffit sa peine. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut être aussi pas forcément clairvoyant, mais il faut aussi savoir, à un moment donné ou à un autre, poser la question à la bonne personne pour savoir si effectivement c'est sa compétence ou pas. Et quand on parle de compétences économiques, c'est strictement l'accompagnement des entreprises, et ça agit sur deux domaines, hein, sur le financement, sur l'aménagement du territoire, de manière globale et assez principale. Et après, ça se décline dans diverses activités comme l'import-export, comme la création d'entreprises, comme l'immobilier d'entreprise, etc. Mais ces cartographies-là, il y a effectivement des ressources locales sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour identifier quelles sont les compétences et quels sont les domaines d'intervention des uns et des autres. Donc, il y a la collectivité en direct avec ses collaborateurs, mais il y a effectivement aussi tout l'entourage institutionnel, tout votre environnement institutionnel. Donc, ça peut être l'association, s'il y en a une. Ça peut être aussi effectivement les chambres consulaires. Ça peut être la fédération du bâtiment pour les uns, la fédération de l'automobile pour les autres. Voilà, vous avez autant de choix pour pouvoir éventuellement à un moment donné, par rapport à un problème donné, interroger vos interlocuteurs pour savoir à qui vous adresser dans la collectivité pour éventuellement aborder un sujet ou une question ou un problème que vous rencontrez, qu'il s'agisse d'une problématique, d'un développement ou d'une difficulté d'ailleurs. Hein. Les deux sont envisageables, parce qu'il ne faut pas s'adresser à la collectivité que quand on a besoin de financement, que quand on a une difficulté, mais aussi parfois quand on est porteur d'un projet et d'une dynamique, qu'on ait une réflexion, la collectivité est preneuse. Hein. D'une certaine manière, c'est interactif. On a besoin de la collectivité pour un tas de choses, hein, pour les équipements, pour l'habitat, pour les routes, pour pas mal de choses, mais la collectivité elle a besoin aussi des entreprises pour fixer ses orientations en matière d'aménagement, travailler sa politique de formation, interagir avec la région et l'État sur les politiques de formation. Il y a énormément de sujets qui sont hyper stratégiques et qui apportent après derrière, directement ou indirectement, des services aux entreprises. Nous, on le voit notamment sur la cartographie de la formation dans le Jura. On est quand même un territoire qui est assez particulier, c'est que dans ce département, il n'y a pas d'université. Il n'y a pas de formation supérieure. Il y a éventuellement des BTS, et il y a des filières de formation supérieure qui viennent de la région, mais on n'a pas une université dans nos villes. Et donc, effectivement, les entreprises ont du mal à identifier leur réseau ou les organismes de formation potentiels sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour développer des activités ou des formations. Eh bien, tout ça, ça se travaille
notamment au travers d'Allons-y, mais aussi avec les consulaires. Et on est en train de monter une grosse opération justement d'information, à la fois auprès du public, mais aussi auprès des entreprises, sur quels sont les outils de formation auxquels on peut accéder, à la fois en infra, mais aussi en extra départemental, et au plus près pour orienter à la fois les entreprises pour aller chercher de futurs candidats, ou d'envoyer leur personnel, ou de faire venir des intervenants pour la formation professionnelle et la formation continue, ou pour envoyer même les dirigeants d'entreprise. Les dirigeants d'entreprise, sont aussi des parents, notamment pour envoyer leurs enfants faire leurs études. Alors, Donc Jean-Pierre, voilà, il y a énormément d'interactions. Et ce qu'il faut effectivement, c'est d'être ouvert, en fait. alors Jean-Pierre Desras posait une question, là. Oui. Oui, moi je pense que c'est vraiment le moment, quoi. Les élus ont besoin d'un projet économique. Je ne connais pas un seul maire ou un seul président d'intercommunalité qui ne soit pas preneur, ne soit pas demandeur d'un projet économique. Et en ce moment, les chefs d'entreprise ont la main. Il faut bien comprendre ça. Et au-delà de tout ce qui a été dit sur l'intérêt commun des uns et des autres, les élus et les chefs d'entreprise, moi j'aurais deux questions. C'est premièrement, au-delà de la connaissance mutuelle des entreprises et de la mutualisation, c'est-à-dire du partage de bâtiments, de zones d'activité, de formation, etc. Comment créer un vrai projet économique inter-entreprise, un projet industriel, un projet de chaîne de valeur entre les entreprises elles-mêmes. Et sur la base de ce projet, soit méthodologiquement, soit même sur le contenu, je pense qu'un maire, un président d'Interco, il sera forcément preneur de ça. Et la deuxième question, c'est qu'on est dans un contexte de transition, multiple. Hein. On le sait, c'est un sujet important. Et j'ai envie de dire, mais comment on le perçoit Est-ce qu'on le perçoit comme une contrainte ou est-ce qu'on le perçoit comme une opportunité et comme l'occasion finalement de pivoter un certain nombre d'activités et de créer peut-être de nouvelles productions. Voilà qui va intéresser un maire. Ce qui va intéresser un maire, c'est l'innovation, c'est l'emploi, c'est la formation, bref, c'est le développement. Et donc, je pense que les chefs d'entreprise ont un rôle majeur à avoir actuellement et il ne faut pas développer des clichés, opposer ces mondes, pas du tout. Vraiment, c'est le moment. Alors, Jérôme Cordelier, qu'est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en pensez? C'était plutôt déclaratif plutôt qu'interrogatif. Qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce que nos amis, je suis nos complètement amis qui sont d'accord. en ligne peuvent en penser? Oui, je suis complètement d'accord. Mais ce serait intéressant aussi de voir comment les gens réagissent à ces sujets-là. Moi, je suis complètement d'accord. Et en plus, ce que décrit Jean-Pierre, c'est strictement ce qui se passe avec Allons-y. C'est-à-dire que grosso modo, Allons-y est en train de générer un certain nombre de problématiques, enfin du moins de faire ressortir un certain nombre de problématiques qui sont portées par les entreprises, sur lesquelles les entreprises se reconnaissent et se regroupent. Alors pas forcément sur tous les thèmes à la fois, mais sur certains thèmes. Là, par exemple, ils sont en train de monter toute une opération de collecte de la glaçine pour valoriser la glaçine, en tout cas le traitement de la glaçine, qui pose quand même un certain nombre de sujets. Et donc ils agglomèrent, là il y a déjà une dizaine d'entreprises qui sont proactives et qui collectent leur glaçine et qui font en sorte que la glaçine soit collectée collectivement plutôt qu'individuellement, parce qu'ils inversent la tendance, c'est qu'à un moment donné ou un autre, la collecte de déchets est onéreuse pour l'entreprise, et à partir d'un certain volume, elle n'est plus onéreuse ou elle le devient moins, voire parfois elle produit des ressources nouvelles. Et après, derrière, effectivement, on invente aussi un phénomène de réutilisation. Sur le carton, par exemple, ils sont en train de créer un groupement de récupération des cartons et ils créent une entreprise derrière qui réutilise le carton. Mais le carton d'origine, c'est-à-dire que on ne le plie plus, enfin du moins on le plie, mais on ne le déchire plus, on ne le transforme pas, on le réutilise pour refaire de nouveaux envois. Donc il y a une entreprise qui est en train de se monter sur l'usage de nouveaux cartons qui sont collectés auprès des entreprises
qui se fédèrent auprès d'Allons-y. Donc, et on a la croisée des deux chemins, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la question du regroupement autour de questions stratégiques et qui amènent des projets et qui ont des effets sur le territoire de développement d'activités. Et en même temps, des problèmes de transition, c'est-à-dire que plutôt que de faire un déchet, on en fait une matière première et on passe, c'est-à-dire que grosso modo, ton déchet devient ma matière première. Et cette problématique-là était une des problématiques de départ de la constitution du groupement de Allons-y. Et on était effectivement dans l'écologie industrielle territoriale. C'était au cœur du sujet de l'ADEME. Et ça continue, et c'est toujours aussi pertinent, et avec de nouveaux sujets qui arrivent quasiment chaque année, ou en tout cas avec chaque cycle. Voilà. On a une entreprise qui travaille beaucoup sur la transformation du plastique. Et bien maintenant, elle est en train de travailler avec d'autres entreprises sur qu'est-ce qu'elle va faire demain, comment elle va remplacer le plastique qu'elle utilise demain, avec quelle matière, avec quels matériaux, et si possible, ressourcer localement. Donc en fait, on a un embryon de dynamique de recherche et développement qui est en train d'être généré au travers de l'association des entreprises. Donc tout ça, c'est de l'émulation. Et effectivement, vous avez raison, le territoire en a besoin, strictement. Parce que derrière, ça fait venir parfois des compétences complémentaires, ça vient combler des manques de compétences sur le territoire, ça vient générer aussi des besoins en matière de formation. Donc ça rejaillit sur la dynamique de territoire. Il y a une question de Nathalie Stenberg, là. Nathalie. Ah, le micro est coupé. Oui, je mets ma caméra et je mets le micro. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Nathalie Stenberg. Je travaille avec Tanguy. Nous travaillons sur des problématiques de transformation et d'accompagnement en fait des entreprises et des systèmes de manière générale. Et la question que je me pose en vous écoutant, c'est quels peuvent être les besoins ou les difficultés, tout dépend par quel bout on prend les choses, que ces groupements en fait qui se créent rencontrent sur le plan humain et sur le plan de la coopération. Alors, la difficulté essentielle au départ, c'est la conviction. C'est la conviction que la dynamique a un intérêt et qu'elle porte ses fruits. C'est vrai que d'emblée, on ne va pas forcément, on ne peut pas forcément se projeter sur les résultats à venir. Donc en fait, il faut se servir de l'expérimentation et de l'expérience des autres pour démontrer que c'est possible. C'est un petit peu ce qu'on a rencontré quand on a commencé à démarrer la convention, c'est-à-dire que les élus étaient assez dubitatifs sur la dynamique et certains n'avaient pas compris l'objet. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils allaient donner de l'argent pour financer un mi-temps qui allait en fait s'occuper que de la dynamique de constitution d'une association d'entreprise, dont l'objet qui portait sur les transitions économiques, qui portait sur des éléments de valeur des entreprises, n'était pas forcément non plus bien appréhendé ou bien compris. Même si au préalable, on avait fait quelques séances d'explication, parce qu'en fait, quand vous faites une séance d'explication, vous faites sur la nature du volontariat, mais les gens qui viennent ne sont pas forcément ceux qui vont voter en conseil communautaire après. Et on se rend compte que les communications ne sont pas toujours aussi évidentes. Donc après, c'est la preuve par l'exemple. C'est vraiment la preuve par l'exemple. Donc il faut savoir s'appuyer sur les exemples qui sont faits ici et là, sur les expériences que vous pouvez avoir eues au travers de votre parcours ou que vous pouvez observer, celles de territoires sur lesquels effectivement il y a des expériences positives, en disant regardez, ça marche là, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous, sachant que nous, notre objet, après effectivement, il faut transposer par rapport aux problématiques qui sont propres au territoire. Alors, il y a des canaux qu'on partage, j'imagine, d'un territoire à l'autre, mais il y a parfois des spécificités. C'est le cas notamment sur des filières d'activité. Il y a des spécificités sur des filières d'activité. D'ailleurs, on le voit très bien au travers des pôles de compétitivité. Donc, voilà. Donc, il faut le principal canal au départ, et c'est valable à la fois pour la relation élue-entreprise, mais aussi bien pour les entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire que là, on a une difficulté quand même sur Allons-y, même si je ne parle que positivement de l'expérience, c'est qu'au départ, on avait pris plusieurs critères de réussite. On les a quasiment tous cochés, donc sur le bilan carbone, sur la dynamique, sur la relation aux salariés, donc sur la politique RSE, évidemment. On a quasiment tout coché. Je ne vais pas les décrire, mais éventuellement, on vous laissera quelques liens qui vous permettront d'aller voir un petit peu les bilans d'activité, les rapports d'activité. Il suffit de taper Allons-y donc c'est ALONSZI. Ils ont un site.fr et vous verrez tout leur bilan.
il y a un point sur lequel on n'arrive pas à avancer, c'est sur le nombre d'adhérents. Dans la première convention, on avait mis le nombre d'adhérents comme un critère. Et on s'était fixé en 3 ans une centaine d'adhérents, ce qui était. On a à peu près 4000 entreprises sur le secteur. Hein. En fait, ils arrivent aujourd'hui, bon an, mal an, à une trentaine ou une quarantaine d'adhérents. 3 ans, 4 ans après. Et c'est vraiment la difficulté. Alors que dans les actions, dans les synergies, dans les différentes manifestations qu'ils font, on dépasse largement la centaine de personnes, d'entreprises impliquées. Et la difficulté, effectivement, donc ils travaillent dessus maintenant en termes de communication. On a créé une commission, l'embryon d'une commission de communication au sein de Allons-y, justement pour travailler ce sujet-là. C'est le passage à l'acte de l'adhésion. Alors, est-ce que c'est le coût de l'adhésion? Est-ce que c'est la dynamique? Voilà. Donc, les adhérents eux-mêmes essayent de travailler là-dessus et donc travailler ensemble, justement, donc le noyau dur, pour essayer de voir comment ils peuvent faire en sorte que les gens qui bénéficient ou qui accompagnent et qui intègrent les activités deviennent des adhérents. Donc, le passage à l'acte. Alors, voilà. Bruno, donc, il y a toujours un sujet à développer. Oui, alors, Bruno Pinard-Legris, oui. Ce que je voudrais faire aussi en complément de cette réponse, c'est que, et à votre interrogation, Nathalie, c'est qu'est-ce qui fait que, d'abord, c'est que les gens perçoivent les enjeux communs clairement, c'est-à-dire qu'ils soient écrits, exposés, énoncés, non seulement dans les enjeux à terme, mais dans le calendrier aussi, parce que chacun a un calendrier. On parlait des élections, bon, c'est en mars. Pour l'enjeu de l'entreprise, c'est peut-être un changement de normes, de réglementation, c'est peut-être un changement de taille, c'est peut-être un déménagement. Il y a des tas d'éléments qui vont faire que chaque individu ou chaque entité économique et le chef d'entreprise qui va avec, et un projet individuel à essayer d'insérer dans un projet collectif. Et la difficulté, souvent, c'est de trouver ce temps d'animation en réalité et de gestion. Je dis d'animation, mais de gestion de projet collectif. Et en fait, surtout le tiers de confiance. Et le tiers de confiance, il peut être à plein d'endroits différents. Un tiers de confiance, ça ne se décrète pas, hein, ça se choisit. On dit, celui-là, il a assez de neutralité peut-être et de temps, parce qu'il faut du temps pour tout ça, c'est-à-dire être capable de le détacher, peut-être de s'associer très naturellement ou de fédérer des acteurs pour aller agréger d'autres compétences dans le monde consulaire, dans le monde politique, dans le monde des clusters, en tout cas dans le monde qui va bien pour travailler le sujet. Et on parle souvent de ces tiers de confiance, ils sont importants parce que c'est ce qui fait quelque part la dynamique. On a une crise, je dirais, de société qui est d'abord une crise de confiance à tous les étages. Donc il faut que dans le monde de l'entreprise, que l'on se dit, et souvent il y a des côtés stratégiques importants, parce que quand on a besoin de se fédérer dans un projet, c'est qu'il y a des enjeux forts. Alors, il ne s'agit pas de se les faire piquer, ni dans les compétences humaines, des fois ni dans l'idée, ni dans la localisation géographique. Donc, il faut des gens forts, des gens fiables. C'est pour ça que ce tiers de confiance, en réalité, il peut être dans des entreprises, si ces gens ont du temps et s'ils ont le recul suffisant pour être capables de ne pas être considérés comme jugés partis. Il peut se trouver dans le monde consulaire, je l'ai dit, il peut se trouver dans le monde des fois des consultants qui ont travaillé sur un sujet, sauf que dans le monde des consultants, il va falloir le payer, mais je veux dire, à partir du moment où on a un projet qui a un enjeu fort, tout à un coup, le gratuit, ça n'existe pas, parce que le temps que chacun peut y passer, il est bien pris et payé par quelqu'un. Donc, l'idée, c'est de détecter ce bon interlocuteur d'un côté, et puis surtout de ne pas se tromper sur les calendriers. Parce que souvent, les gens se disent, tiens, on a une idée, un projet, ouais, mais si dans 6 mois, ce n'est pas fait, il faut que j'ai un plan B, il faut que je fasse autre chose, ou ce projet n'existera plus. Donc la capacité dans un temps à convaincre tout le monde, à fédérer, à s'associer, et en profiter justement pour essayer de faire prendre une mayonnaise un petit peu. Alors, je fais du sous-titrage. Bruno Pinard-Legris a créé l'agence de développement de Vichy. Donc, c'était une sorte d'Allons-y, mais qui a 30 ans maintenant, ou un peu plus peut-être. Il a eu à créer cette dynamique initiale. Alors, est-ce que vous avez des questions? J'aimerais Dominique? compléter. Oui. Ouais, je me permets, en vous écoutant, là, ça me rajeunit d'un coup, hein, je me retrouve 20 ans plus tôt.
Juste pour rapidement, pourquoi j'ai été mise à cette place? Je ne savais pas qu'après cette place, je serais la DRH du groupe Hutchinson. Pourquoi la direction m'a mis à la tête de cette petite PMI grenobloise pour justement vérifier comment j'allais développer mes relations en tant que chef d'entreprise totalement autonome avec l'ensemble de l'écosystème de cette PMI à tous les niveaux, les élus, les fédérations, le monde de la collectivité, l'agglomération, découvrir un univers qui m'était totalement inconnu. On n'apprend pas ça. Et beaucoup de chefs d'entreprise qui créent leur boîte ne sont pas du tout préparés à se dire ma boîte ne va résister que si je m'intéresse à tout son environnement. Et je pense que ce que vient de décrire Jérôme et les échanges qu'on a là démontrent bien un facteur clé de succès incontournable, parce qu'on va donner et on va prendre en fonction des moments, c'est de s'intéresser à l'autre et de développer une véritable intelligence collective, mais il faut déjà que le chef d'entreprise lui-même, aussi petit soit-il, se considère comme un des éléments de ce tout. Et la grande problématique, et vous le savez Christophe, c'est qu'effectivement en s'isolant, et des fois en prenant involontairement, inconsciemment, une forme un petit peu de statut de victime, eh ben, ça entraîne une spirale qui est négative. On évoquait l'autre fois, jeudi dernier, le fait qu'il ne faut pas que nous, associations, on n'ait que ce rôle de sauveur, parce que dès qu'on reste que dans cet univers-là, on ne permet pas. Vraiment, ça ne suffit pas pour sortir et faire prendre conscience, et moi, c'est mon expérience que j'ai vécue en 4 ans, c'est qu'effectivement, quel que soit le support que l'actionnaire total pouvait amener à ma petite boîte, volontairement, l'actionnaire m'a dit on ne te donnera rien si tu ne nous prouves pas que tu es capable, avec tes syndicats, avec ton environnement, de développer cette entreprise. Ben, quand on est en face de ça, on est obligé de s'ouvrir aux autres. Et le socle de confiance va être vital. On fait des erreurs, on se plante parfois de tiers de confiance, on le vit une fois, on ne le vit pas deux. Et au contraire, ça renforce les liens, ce qui va nous permettre de bien développer. Je reprends un exemple que vous avez évoqué tout à l'heure dans des projets que j'ai pu. Je ne pensais pas le mettre en œuvre. Nous étions une entreprise d'extrusion. L'extrusion fait énorme quand c'est sur des kilomètres. Si un joint est mal fait, on met des kilomètres de joint à la benne et ça coûte très cher. Mon objectif était de réduire les rebuts ou qu'est-ce que l'on fait des rebuts. Et ça nous a permis de développer un projet. Qu'est-ce qu'on fait des rebuts de l'entreprise que je dirigeais? Quelles sont les transformations possibles? Et on a pu mettre en place une nouvelle filière pour gérer nos rebuts. C'est juste un exemple qui m'a inspiré là. Donc, juste plus un témoignage par rapport à nos enjeux d'association, c'est qu'il faut peut-être qu'on se dise comment on développe une culture, pas que l'association solution, parce qu'on amène des solutions, et c'est tentant quand on amène des solutions, c'est on prend la solution, et puis voilà. La solution, ça va être pas de boire dans une bouteille d'eau, ça va être de faire le puits. De comment je creuse mon puits pour avoir de l'eau. Je reprends cette image qui est classique. Donc, je pense qu'on pense à développer aussi comment on aide nos entrepreneurs à développer, pour ceux qui ne l'auraient pas suffisamment, cette culture de s'intéresser vraiment à leur environnement. De rupture des habitudes. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que je pense qu'on a dû dépasser un peu? Oui. Oui. Oui, bonjour, Tanguy Maton, donc l'associé de Nathalie chez Synergie. Nous, notre promesse, ou notre position de valeur, c'est donner du sens et un résultat à la coopération. D'accord? Et en fait, on se retrouve, ça c'est du vécu, confronté à une problématique de financement de notre activité. C'est comment est-ce que nous, en tant que consultants ou coach, après peu importe le terme, ou guide ou accompagnateur de la coopération, comment est-ce qu'on peut trouver le chemin pour se faire financer? Parce que là, on est dans un contexte où on a parlé de budget qui se
voilà, qui se réduisent. On parle de coopération, donc en fait, déjà l'association doit se financer. Et puis ensuite, a priori, la coopération, même s'il y a, j'ai compris, un noyau dur de gens motivés, d'entrepreneurs motivés, cette première condition étant réunie, il se trouve derrière qu'un accompagnement peut être utile pour faire vivre et pour lancer cette coopération et par des gens qui savent accompagner, dont c'est le métier. Mais on se retrouve souvent confronté à ce problème de financement. Est-ce que vous avez l'expérience ou ou peut-être des réflexions concernant ce frein aussi à la coopération, Alors, Jérôme, qui est le manque de financement des accompagnateurs en fait. Alors, pour ce qui nous concerne, c'est qu'on l'intègre systématiquement. Le fait est, c'est que ce qu'on finance, c'est déjà c'est la moitié du poste du permanent, qui est aussi un ingénieur, enfin, qui est une personne qui fait de l'ingénierie de montage de projet, hein, grosso modo, et d'animation, qui s'occupe de l'animation. Et c'est important, c'est essentiel, c'est la collectivité qui vient pourvoir à la moitié du salaire de la personne, précisément sur les problématiques que vous évoquez. Donc là, pour le coup, c'est la collectivité qui fait l'effort du complément de salaire auprès des entreprises. Et on est 50-50. C'est aussi un contrat de bonne loi. Et puis, derrière, on a une enveloppe, qui est une enveloppe à tirage pour monter les projets, qui servent très bien, aussi bien à financer l'ingénierie du montage du projet qu'à lancer le projet lui-même. Et ce sont les dirigeants d'entreprise, au travers de l'association, qui montent le budget prévisionnel et qui viennent chercher cette enveloppe-là, qui sert soit de manière pleine et entière à réaliser le projet s'il n'y a pas d'autres cofinanceurs, soit qui a un effet levier pour aller chercher les cofinancements sur d'autres organismes, parce que le projet répond à telle ou telle ligne budgétaire sur une action qui est financée par la région ou par l'État ou par l'Europe. Donc toute l'ingénierie, effectivement, est intégrée dans le processus. Nous, on l'intègre. C'est-à-dire que... Mais bon, après, voilà, je veux dire, il faut savoir aussi le monter, le défendre et évoquer le sujet, comme vous le faites là, ici, avec la collectivité. Et de dire qu'effectivement, à un moment donné ou à un autre, ce qui est compliqué, c'est d'intégrer toute la dynamique d'accompagnement qui doit, elle aussi, être assumée. Mais Bruno en parlait tout à l'heure. Hein, on est quand même sur un nœud. Hein. Moi, je suis consultant, enfin, j'ai été consultant aussi, hein, donc je vois très bien de quoi vous parlez. Oui, il y a la phase projet qui... Pardon de t'interrompre, Jérôme, mais il y a la phase projet. Il y a la phase projet qui a son propre besoin de financement. Ouais. Et puis, il y a la phase amont. C'est la coopération entre des parties prenantes qui ont peut-être pas au départ, qui ont cette vision de se dire, comme l'a superbement, avec beaucoup d'énergie et d'expérience illustré Dominique, en disant, en fait, il faut comprendre que la vision de l'entreprise ne peut exister que si il y a une vision de son écosystème et des interactions de son écosystème. Bon, de la même façon, il y a un moment donné, il y a un noyau dur qui doit se créer, avec pas forcément, dès le premier jour, des projets clairement identifiés, définis et tout ce qu'on veut, et qui juste se réunissent en ayant cette vision dont parle Dominique, en se disant, maintenant, il faut que on ne se connaît pas, on n'a jamais travaillé ensemble, mais on reconnaît cette vision commune d'un écosystème auquel qu'on a en commun, et qu'on doit participer au succès et à l'attractivité. Et là, en fait, ça ne s'invente pas, ça ne s'invente pas. Non, mais ça et s'expose. c'est pas de l'ingénierie de projet, en fait. C'est vraiment autre chose. Mais ça s'expose. C'est comme ça qu'est parti Allons-y, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, c'était une vision d'un certain nombre de gens qui accompagnent la création d'entreprise, ça s'appelle Cluster Jura, hein, qui ont eu cette vision, qui ont saisi l'opportunité d'un financement de l'ADEME parce qu'ils savaient flécher aussi les sources de financement et qui ont interrogé la collectivité parce qu'il fallait un cofinancement, grosso modo, hein, pour pouvoir lancer de la dynamique, et qui ont interrogé la collectivité sur son intérêt par rapport à la problématique qui était exposée. Et la collectivité a répondu favorablement, ce qui fait que derrière le projet s'est enrichi
Et l'ingénierie a été financée au travers de l'ADEME et de la collectivité pour lancer la question. Mais on ne savait pas à l'époque qu'on allait aller vers une structuration d'une association d'entreprise. On était parti sur l'idée effectivement de la problématique de l'économie industrielle. Je voudrais compléter, si c'est possible. Et en fait, l'association, c'est finalement la cerise sur le gâteau parce qu'au travers de cette dynamique-là, c'est formé le noyau dur en disant mais on a plein de choses à voir ensemble. On a plein de choses à voir ensemble. Donc, comment est-ce qu'on fait? Déjà, on se resserre, on avance et on crée le lien et on capitalise le lien que l'on a avec les institutionnels. Donc avec la collectivité, bien entendu, qui est notre premier interlocuteur, parce que là, c'était l'agglomération le premier interlocuteur. Et puis avec l'ensemble du réseau des institutionnels et des partenaires locaux, dont la Chambre de commerce, qui était partie intégrante de la problématique au départ aussi, dont la Chambre de métier, qui par certains points, revient se connecter aussi sur certains des sujets, etc. etc. Alors, bon, comme on a un peu dépassé notre horaire, ce que je vous propose peut-être, c'est de s'arrêter là. Et puis, un petit mot de conclusion, Jérôme Cordelier. Déjà, je vous remercie. C'était passionnant. Moi aussi, je vous remercie. Alors, voilà. Donc, comment créer peut-être une dynamique de création de croissance, justement, entre entreprises et élus? Quels sont les quelques messages que vous aimeriez faire passer? Moi, je pense que les messages, vous les avez portés vous-même. Hein. C'est effectivement le point essentiel, ce qu'on a dit au départ, c'est déjà de partager un objet commun, d'avoir ensemble au moins l'idée qu'il y a une forte interaction entre son activité professionnelle, donc l'activité de son entreprise, et le territoire. Et la deuxième, c'est notamment Dominique l'a bien insisté là-dessus, c'est la capacité de chacun à écouter l'autre. Donc autant il faut écouter l'élu, il faut amener l'élu aussi à bien intégrer. Donc, il faut que l'élu soit lui aussi en position d'écoute. Alors, il ne l'est peut-être pas forcément tout le temps, il faut le dire ce qui est. Mais en période d'élection. Voilà, là, c'est la meilleure période parce qu'il est preneur de toute idée et c'est le moment où il constitue ses éléments de campagne. Mais en revanche, il y a plein de manières de l'amener, ce que je disais tout à l'heure, à s'intéresser et à ouvrir ses oreilles et ses yeux sur ce qu'est l'activité économique. Hein. Moi, je connais peu d'élus quand même qui refusent une invitation d'une entreprise à venir découvrir l'activité et à rencontrer des gens, parce qu'au travers de l'entreprise, il a ses concitoyens aussi. Hein. Si le dirigeant vient d'ailleurs, ça arrive souvent aussi que le dirigeant est d'ailleurs, il ne représente pas forcément un enjeu à titre personnel. En revanche, l'entreprise, elle représente un enjeu pour le territoire et pour sa position d'élu, quoi qu'il en soit. Donc effectivement, le dialogue est le point essentiel du départ d'une relation. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Et longue vie à Allons-y.